Je crois que j'ai appris à dessiner avant d'apprendre à lire et à écrire. J'écris sur mes toiles ma poésie. Pourquoi? Parce que je veux juste rappeler que je suis aussi un écrivain. Alors j'ai fait beaucoup de livres avec une mission, raconter le Maroc. Mon Maroc à moi. Celui qui m'habite, celui qui me gêne, qui me déchire et qui me rend heureux aussi. Je suis franco-marocaine, née au Maroc, passionnée de danse depuis mon enfance. J'ai passé mon bac au Maroc et je suis allée me former à Paris. La danse, c'est un art de vivre. C'est fou parce que c'est le corps, c'est la tête, c'est le spirituel, c'est toucher le sol pour traverser le corps et peut-être donner vers l'au-delà, quoi. Cette semaine, on vous donne rendez-vous à Rabat, capitale discrète mais rayonnante. Entre mer, culture et histoire, on va découvrir la ville dans notre coup de cœur en compagnie d'un guide. Mais avant, on va partir à la rencontre de deux artistes, la chorégraphe Salima Moumni et Tahar Benjeloun. On connaissait l'écrivain et poète, bien sûr. On va s'intéresser au peintre. Il expose en ce moment au musée Mohamed VI. Bonjour. Ça va? Je suis très heureuse de découvrir votre univers pictural. La peinture, vous aviez ça en vous depuis le début. Très tôt. Oui, le dessin au début. Je faisais beaucoup de dessins. Et là, je suis passé à autre chose de plus important, avec les écritures. Seuls les yeux de l'enfance ou de l'amour ont choisi. Enfin, en même temps, vous avez choisi. Est-ce que vous avez rayé l'enfance et vous avez gardé l'amour, hein? Je sais que pour vous, peindre, c'est passer de la douleur du monde à la lumière. À la lumière. J'aime la vie, j'aime la danse, j'aime le rire. Et en même temps, je témoigne sur la douleur du monde. Dans vos romans? Dans les romans, dans les écritures, dans la poésie, etc. Et là, j'avais besoin de danse. Est-ce qu'il y a un dialogue, un face-à-face entre vos romans et vos peintures? Non. Ils s'ignorent. Ils s'ignorent? Oui, je pense. Ils s'ignorent. Mais l'important, c'est qu'ils ont le même auteur. Et une fantaisie que je n'ai pas en littérature, parce que la littérature, il y a quelques phrases surréalistes, fantaisistes, mais pas beaucoup. Là, je peux me permettre par exemple, ça, si vous voulez un peu voir, ça c'est une ville complètement déconstruite. Et c'est une façon de m'amuser, quoi. Si la terre est bleue, l'orange est amère, et le scrupule, un petit caillou dans la chaussure. Vous en avez beaucoup, vous, des scrupules? J'ai plus de chaussures. Tellement il y a de cailloux. On parle littérature, ils se sont tant aimés, c'est la suite des Amants de Casablanca, le roman vient de sortir chez Gallimard. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers la trajectoire de ce couple, une trajectoire qui est à la fois merveilleuse mais aussi douloureuse? Les Amants de Casablanca, c'est une histoire de conjugalité et de trahison. Ils se sont tant aimés qui est la suite dans la mesure où ils vont se retrouver. Et j'ai voulu dire ou prétendre qu'un grand amour peut vaincre la maladie. J'y crois. C'est pour ça que la fin est ouverte, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est un amour qui se perpétue. C'est un peu le titre de notre livre à moi qui s'appelle « Le premier amour est toujours le dernier ». Je crois que quand on a connu les premiers émois adolescents, on va les retrouver même à 50 ans, 60 ans. C'est extraordinaire parce qu'on est toujours attaché à l'enfance et les premières révélations de la sensualité.
Alors moi, c'est marrant, je pense exactement l'inverse. Je pense que le dernier amour est toujours le premier. Oui, mais c'est une façon de vivre aussi. C'est une forme très optimiste de la vie. Bah oui. Et de l'amour. Vous l'avez dit dans ce roman, l'amour, la maladie, mais aussi un certain instantané du Maroc aujourd'hui s'entremêlent. De quelle manière? Casablanca est un personnage à part entière dans le roman, parce que c'est une ville terrible. Enfin, terrible. C'est une grande ville, mégapole. Il y a le pouvoir, il y a l'argent, il y a la puissance, il y a la lutte des classes. Et puis, il y a la futilité et le sexe. Tout ça se trouve là. Et j'ai pensé beaucoup à Balzac, dans Misère de la vie conjugale. Il disait que le roman doit être une fouille d'une société. On va fouiller la société. Parce que c'est une façon d'aller faire un peu de l'archéologie pour savoir ce qui se cache derrière les apparences. Or, au Maroc, on adore les apparences. On a besoin des apparences. Et la vérité, la sincérité est là, mais elle est un petit peu enveloppée. Alors le Maroc, il est au cœur de votre œuvre. Pour vous, c'est quoi? C'est une Ouais, source d'inspiration? C'est un miroir ou c'est J'ai la chance d'appartenir à ce peuple et ce pays qui me donne des possibilités d'écriture depuis maintenant 50 ans. Et j'écris toujours sur ce pays que j'appelle toujours le plus beau pays du monde, avec tellement de défauts et de reproches que je lui fais tout le temps. Mais je l'aime, j'aime ce pays avec ses... Vous savez, pendant le Covid, je ne pouvais pas voyager, je suis resté 1 an et plus sans venir ici, j'ai devenu fou. J'avais besoin du Maroc. Je sentais un besoin physique. C'est comme quelqu'un qui est amoureux, il ne voit pas sa bien-aimée, il devient fou. Alors votre parcours littéraire est exceptionnel, plus de 70 ouvrages, le prix Goncourt. Qu'est-ce qui vous donne encore et toujours envie d'écrire? Qu'est-ce que voulez-vous que je dise? J'écris tous les jours. Je suis passionné par l'écriture, la littérature. Quand je n'écris pas, je lis. Ou je peins, c'est autre chose. Mais l'écriture, pour moi, elle est fondamentale. C'est ma respiration. C'est ma façon d'être. On part à présent à la rencontre d'une artiste qui fait danser les corps autant que les consciences. Salima Moumni est danseuse, chorégraphe et comédienne. Avec sa compagnie Les Pieds Nus, elle explore la danse comme un langage universel au service de l'émancipation et du lien social. Depuis près de 20 ans, elle veut démocratiser l'accès à la création artistique au Maroc. Et on monte le regard très haut l'avant, avant que la musique commence, boum, et on descend, boum, boum. Ça va? Bonjour. Je vous interromps. Bonjour. C'est pas sympa, mais ça m'intéresse quand même. Je suis très curieuse de savoir tout ce qui se passe ici. Bonjour à tous. Bonjour Salima. Bonjour. Salima, vous avez créé un programme de formation et une compagnie. Avec quel fil rouge, avec quel engagement dès le départ? Le fil rouge, ça a été, et c'est depuis toujours, comment développer le travail autour du corps en général, le travail corporel au Maroc, dans un pays arabo-musulman. Donc depuis toujours, je suis un petit peu obsédée par cette idée de faire vivre le corps, de le faire s'exprimer, parce qu'il a beaucoup à dire, et notamment la jeunesse au Maroc. L'engagement social, c'est un de vos leitmotifs. Depuis toujours, vous vous battez. Comment est-ce que ça se traduit dans votre processus de création chorégraphique? D'abord, j'essaie, dans les créations, d'aborder des sujets... Je n'aime pas trop le mot « engagé » parce que ça a une connotation politique. Engagé socialement et par rapport à des causes qui touchent l'humain. Et du coup, je vais essayer, dans la mesure du possible, d'avoir des créations qui vont traiter des sujets... de la société marocaine, éventuellement des tabous. Comme quoi? J'ai fait une pièce sur la relation homme-femme face au cancer et la relation de l'homme face à sa femme malade. C'est une pièce qui s'appelle Kharif.
qui a été mise en scène par Esma Houri. Donc je suis interprète dans cette pièce et je joue cette femme malade qui perd ses cheveux, qui fait honte à son mari. On ne parle pas de cette maladie parce qu'elle fait peur. Il y a un vrai tabou. D'ailleurs, on ne l'appelle pas le cancer. Ah bon, on l'appelle comment? En marocain, on dit le mard el khaïb, c'est-à-dire la maladie, la vilaine. Il y en a un autre, pour en citer un dernier, peut-être. J'ai fait un travail sur Gilles de la Tourette. Et je crois que c'est important de parler de ça, par exemple. C'est encore un peu tabou chez nous au Maroc, d'aller chez un psychologue, d'aller voir un psy, de travailler sur les maladies mentales. Votre compagnie, Les Pieds Nus, elle travaille avec des jeunes qui viennent de tous les horizons. C'est important pour vous, cette mixité? Oui. Ô combien important, je suis convaincue, mais complètement convaincue des bienfaits de la danse pour aller vers une cohésion sociale. Et la cohésion sociale, pour moi, c'est évidemment... on vit dans un pays où on a encore beaucoup de différences de classe sociale. Elles sont flagrantes. Et je crois que la danse, lorsque l'on met n'importe quel humain, quel qu'il soit, et peu importe ses origines socio-économiques, peu importe sa culture, peu importe sa religion, lorsque on met un corps dans un rythme, il y a quelque chose qui dépasse les stigmatisations qu'on peut avoir sur les peuples et il y a quelque chose qui est d'ordre organique, en fait. Alors, votre programme de formation, il s'intitule Datidrou. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon corps, maintenant, mais dans la région de l'Oriental. Ce programme de formation, il a vu naître sa toute première promotion de diplômés en 2024. Et ce programme de formation, il est tout à fait inédit dans le pays. Oui, il est inédit dans le sens où aucune formation intensive, 6 heures de danse par jour pendant 1 an, n'existe. Avec en plus et en parallèle une formation d'éducateur socio-culturel sur laquelle j'insiste beaucoup. Pourquoi? Parce que le métier de danseur n'est pas un métier facile partout dans le monde, mais de surcroît chez nous. Or, si on est à la fois danseur et à la fois éducateur, pour moi, c'est vraiment double jackpot dans le sens où je deviens danseur, je peux créer ma compagnie ou je peux travailler dans une compagnie ou faire de l'événementiel dans la danse et en parallèle donner des ateliers qui vont me permettre à la fois de gagner ma vie, mais surtout de transmettre aux petites générations. Et leur transmettre ces bienfaits de la danse. C'est l'heure de notre coup de cœur. Je vous donne rendez-vous dans la Casbah des Oudaya, au cœur de l'un des plus beaux trésors de Rabat, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La capitale marocaine est une pépite culturelle méconnue qui conjugue histoire et modernité. Notre guide va nous faire découvrir les incontournables de la ville. Monsef, on est dans la Casbah des Oudaya. C'est l'un des joyaux de cette ville de Rabat. En quoi Rabat est différente des autres villes marocaines? 2 choses. Le travail architectural, parce que vous avez toute une diversité architecturale à l'intérieur du mur. La partie historique, si vous voulez, ce que nous avons au sein du mur, il est composé de 5 lieux qui ont marqué les différentes étapes de notre histoire. La Casbah où nous sommes, justement, 1150. Il y a la mosquée de la Tour Hassan, 1195. Il y a la Médina de Rabat, 1610. Il y a le Palais Royal qui date de 1764. Il y a la partie coloniale qu'on doit partiellement aux Français. Elle a été édifiée entre 1914 et 1923. Alors qu'à Fès, à Meknès ou à Marrakech, ils n'ont qu'une seule partie, c'est la vieille ville, c'est la Médina. Et deuxième volet, c'est cette position géographique. C'est pour cette raison qu'elle a été sollicitée par la France, parce qu'elle devient la capitale en 1912. Parce que ça soit Fès, Meknès ou Marrakech, là, c'est des villes intérieures Maroc, des villes montagnes. Alors nous, on est situé en bordure de mer. Nous sommes presque à 214 km de l'Europe. Vous êtes fiers, hein? Je suis natif de Rabat, c'est normal. La Casbah des Oudaya, c'est évidemment un site emblématique de Rabat, historique, mais aussi poétique, avec ses ruelles blanches, son jardin andalou, sa vue imprenable sur l'océan. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette Casbah? Historiquement parlant, c'est le premier lieu qui nous a été édifié au niveau de Rabat. Vers 1150, et à l'origine, c'était un lieu pour concentration des combattants de la foi. Et c'est vrai que c'est un endroit qui avait connu et marqué différentes étapes de notre histoire. Quelles sont les belles balades à faire ici? Justement, il y a pas mal de parcs, pas mal de jardins. Il y a le fameux jardin andalou, qui était à l'origine la cour du palais, donc style andalou. Et il y a surtout le jardin
exotique, il est au niveau de ça, il est de l'autre côté du fleuve. Monsef, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais aller visiter tout ce que vous nous avez conseillé. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles escapades du Paris des Arts.